soir, on fait un atelier de retour d'expérience. C'est dans le cadre d'une practice qui s'appelle Animer à distance, qui est une des 3 practices de la Boétie Partners. Les 2 autres, c'est VVV, Vision, Visioning, Visionnaire, et Diagnostic partagé. Ces retours d'expérience, en fait, c'est le premier, là, ce soir, qu'on fait sous cette forme. Ça fait, certains d'entre vous le savent, ça fait depuis le 13 mars qu'on s'intéresse à l'animation à distance. On a développé cette pratique. On a eu 1200 personnes qui sont passées dans nos différents modules. On est en train d'écrire un bouquin avec, il y a plein d'auteurs qui sont là ce soir. Enfin, bref, on fait énormément de choses sur l'animation à distance. Et pendant les 3-4 premières semaines, côté client, du côté de nos vrais clients, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis au bout de 3-4 semaines, ça a commencé à revenir. On a commencé à avoir le téléphone qui sonnait ou des messages et on a commencé à avoir des interventions à distance. Et on était bien content d'avoir fait tout ce qu'on avait fait sur Animer à distance parce que du coup, on était prêts. En tout cas, on avait un certain niveau de sécurité qui nous a permis de commencer à faire des missions. Et on s'est dit qu'il était temps de commencer à faire des retours d'expérience pour partager avec les gens que ça intéresse ce qu'on a, ce qu'on a appris, mais de façon extrêmement concrète. On va vous expliquer ce qu'on a fait, on va vous expliquer pourquoi on l'a fait, quelle était la demande du client, quel a été le résultat. C'est une structure publique qui a une organisation très décentralisée dans toute la France. Et c'est un opérateur, okay, c'est un grand opérateur public. Je pense qu'ils ont en tout, à mon avis, 4 ou 5 000 agents à peu près. Ils sont dans un projet de transformation, comme beaucoup d'organisations, un projet de modernisation, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ils avaient prévu une convention en mars pour faire un gros temps d'appropriation avec leurs managers. Ils sont au nombre de 500. Eh bien, ils décident évidemment d'annuler la convention. Et puis, au bout de 3 semaines, on se voit une première fois avec le DG en mode distanciel et puis un petit noyau pour se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la convention, à ce qu'on avait prévu? Est-ce qu'on trouve un moyen de faire ce qu'on avait prévu de faire? Maintenant, on a la certitude qu'on ne pourra pas réunir les 600 managers avant 1 an. Et donc, comment est-ce qu'on envisage les 6 prochains mois avec ces données-là? Et là, le projet revient plus sérieusement sur l'ouvrage, si je puis dire, et réunion du noyau, et on réfléchit à mais comment est-ce qu'on va faire pour relancer notre projet de modernisation? Comment est-ce qu'on va faire pour pallier à l'absence, à l'annulation de notre convention? Et dans la discussion avec ce noyau, qui sont des gens du COMEX, qui sont des gens très proches du DG, en fait, on n'arrive pas à trouver la solution. Mais vraiment, on est 4, on discute le truc, et le DG est dans l'impasse, il dit « je n'y vois pas clair. J'ai envie de réunir mon COMEX pour prolonger cette réflexion de façon plus ouverte et qu'on mette à plat le sujet. Et la question qu'on se pose, c'est comment on fait maintenant? Et donc, est-ce que vous pouvez nous aider à concevoir un atelier sur cette question, comment on fait maintenant? Le COMEX, ils sont 20 dans le COMEX, un atelier participatif de 2 heures. Et puis, ce qu'ils nous disent aussi, c'est ce serait bien que dans cet atelier participatif, on puisse expérimenter les outils que nous serions susceptibles d'utiliser si on décidait de faire la convention qui a été annulée, si on décidait de la faire à distance. Vous voyez, que cet atelier soit à la fois l'occasion de travailler sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, mais aussi qu'on expérimente nous-mêmes qu'est-ce que ça fait de travailler à distance. Et puis la veille, ils nous envoient un mail en disant, au fait, Zoom, c'est interdit chez nous, donc il faut utiliser Teams. On va dire, bah, super, on va utiliser Teams. Voilà. Et donc, on finit par décider, assez tard, à vrai dire, d'utiliser Teams pour la visio, et Google Slides pour la partie collaborative, pour la partie gestion du contenu. C'est ce qu'on a conçu ensemble avec Stéphanie, et puis qu'on a présenté au petit noyau, donc au DG. C'est notre architecture, quoi, tout simplement, de l'atelier. Donc voilà comment est-ce qu'on voit les choses. L'idée, c'est que chaque marche soit atteignable par les participants. Voilà l'architecture. En haut, vous avez l'objectif. Caler les 6 prochains mois, puisque la convention de mars n'aura pas lieu physiquement, sous-entendu avant longtemps, quoi. Voilà, et puis deux objectifs de second ordre. Un démonstrateur, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire en faisant la démonstration de processus et d'outils que l'on imagine utiliser si on devait faire la convention à distance. Voilà, et puis sachant que ces outils envisagés pour la convention à distance, c'est Skype ou Teams pour la visio, et puis Klaxoon. Et puis voilà comment on a fait. On a fait un mail individualisé en amont, en donnant un lien d'accès. Alors ça, c'est comment est-ce qu'on s'est dépatouillé de Teams. Un des problèmes de Teams, c'est qu'on ne peut pas faire des sous-groupes. Et donc, on avait organisé 5 réunions
avec 5 liens d'accès à ces 5 réunions, les 5 réunions étant numérotées tout simplement de 1 à 5, comme je vais vous le montrer maintenant. Attendez, j'ai fait normalement un slide. Vous voyez, voilà. Ça, c'est le contenu du mail, vous voyez. Donc, avec 5 liens. Je vous ai juste mis, voilà. Et donc, et on leur dit, bah, pour vous connecter à la réunion, vous cliquerez sur COMEX1. En fait, COMEX1, c'est la salle plénière. OK. C'était pas Teams, c'était Skype. Pardon, j'ai bugué. Bon, c'est pareil avec Teams. Et puis, ensuite, voilà comment se déroule la réunion. Et ensuite, je vais vous la décrire. On a un temps de prise en main de Google Slides. Donc, tout simplement, on leur donne le lien vers un fichier Google. Et on leur demande à chacun d'écrire en face de leur nom. On a écrit leur nom dans une slide. Et puis, d'écrire mon humeur du jour. Voilà, dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, comment je vais, quoi. N'ayant pas d'autre intention là-dedans que de faire en sorte qu'ils prennent en main cet outil. Alors, je donne tout de suite une précision. Hein. C'est très important de faire la prise en main de l'outil technique avant de parler du fond. Pourquoi? Parce que sinon, on a une espèce, si on avait inversé ces deux séquences-là, vous voyez, on a un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que le patron, il parle du fond, pourquoi on est réunis, ce qu'on va faire, l'état d'esprit dans lequel on va travailler. Puis ensuite, on revient à de la tringlerie informatique, quoi. Et donc, nous, on aime bien évacuer ce sujet technique avant de rentrer dans le fond. Donc, les gens arrivent dans Skype, on est tous dans la même salle, et puis on leur dit bonjour, on leur met un lien pour se connecter à Google Slides, et ils écrivent leur nom. Petite introduction de cadrage par le DG, et là, on a vraiment le cœur de la session. Et le cœur de la session, c'est qu'on a 3 questions qui se succèdent, qui cherchent à répondre à la problématique, hein, qui constituent un questionnement progressif, qui répondent à la question. Et entre chaque question, on a recomposé les sous-groupes et on a permis aux participants de regarder entre chaque question ce qui a été produit sur la première question. Et donc, il faut imaginer ces 20 personnes qui sont réparties en 4 groupes de travail. Ce n'est pas les mêmes groupes à la question 1, pas les mêmes groupes à la question 2, pas les mêmes groupes à la question 3. On a programmé la composition des groupes à l'avance. Ils échangent, ils remplissent le Google Slide, et puis ensuite, ils reviennent en plénière à leur venue. Une fois qu'on a fait tout ça, à la fin, on a un temps, on est tous ensemble, et on fait ce qu'on appelle chez la Voici Partners une analyse non interprétative, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit? Juste, qu'est-ce qu'on voit à travers cette réflexion? Qu'est-ce qu'on en déduit? Voilà. Et là, c'est moi qui ai guidé cet échange, c'est-à-dire j'ai fait, comme on avait assez peu de temps, j'ai fait un miroir, j'ai dit, écoutez, dans tout ce que vous avez dit, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est bien ça? Ils m'ont aidé à reformuler, et on sort avec les conclusions de l'atelier, ce qui permet ensuite, ce qui va permettre au DG, vous allez voir sa conclusion, il était hyper content. Du coup, ça nourrit sa réflexion et ses orientations. Et puis, on a un dernier temps qui est un temps de clôture, où chacun écrit son mot de la fin. C'est-à-dire que quand ils cliquent sur Google Slides, sur le lien vers Google Slides, ils arrivent là-dedans, avec cette question, comment fait-on maintenant? Et là, vous voyez la programmation, on leur dit, donc là, on est après l'introduction du DG, hein. OK, vous me suivez? On est après l'introduction du DG, le DG a dit, voilà pourquoi on est réunis, voilà l'état d'esprit avec lequel on travaille. Et moi, je leur montre le truc, je leur dis, voyez, on a eu notre temps d'ouverture, tous en salle plénière, c'était à 14h30, le temps d'ouverture. Maintenant, on va aller en atelier, vous avez vos noms là, donc vous savez dans quelle salle vous êtes, et du coup, vous devez cliquer sur le lien qui correspond à votre salle, que vous avez par mail. Alors, avant qu'ils aillent dans la salle, voilà, je leur présente la question 1, qui est la suivante. Quelle est la situation aujourd'hui par rapport à notre projet collectif, le projet de modernisation? Quel est l'impact, sous-entendu l'impact du confinement ou de ce qui se passe sur vos projets à vous, sur ce qui se passe dans vos territoires? Et comment est-ce que vous sentez? Comment sentent vos équipes? Okay, donc, question assez large qui focalise plutôt sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. En fait, quand ils arrivent dans le Google Slide, ils ont un slide vierge avec juste la salle en haut. Il y a marqué salle 2, salle 3, salle 4, salle 5. OK? Et c'est tout. Et ils ont un espace et la consigne, c'est qu'ils n'ont pas le droit de dépasser la place qu'il leur est donnée. D'ailleurs, vous remarquerez que la pagination, ils n'ont pas tous pris la même taille de police. Il y en a qui ont fait des puces, d'autres pas. Il y en a qui… OK? Ils se retrouvent tous dans Skype, dans une même salle. Ils ont ce slide qui est vierge. Ils discutent ensemble. Et ils se débrouillent pour remplir ce slide comme ils le souhaitent. Je n'ai pas donné de consigne du type il y a quelqu'un qui écrit, c'est de l'auto-organisation complète. OK? Ils ont posé la question. Hein. Ils ont dit il y en a un d'entre nous qui est, je ne sais pas quoi, script machin. Il dit vous faites comme vous voulez. OK? C'est votre problème, ça. OK?
La seule consigne que j'ai donnée, c'est attention d'écrire ce que vous écrivez dans votre slide de façon à ce que ça soit compréhensible simplement en le lisant. Je sais qu'ils ne vont pas être de retour à la plénière à l'heure prévue. Je le sais, ok? C'est une évidence. Et je n'ai pas moyen de m'adresser à eux, puisque moi, je suis sauf à aller me balader dans les différentes salles Skype, mais je n'ai pas envie d'aller les interrompre. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour leur donner l'alerte sur le temps qui passe? Et bien, tout simplement, dans Google Slide, je viens coller un petit picto où il y a marqué, il reste 10 minutes, il reste 5 minutes. Et donc, je viens moi-même dans leurs slides, ok, coller un petit truc que je mets au milieu de l'écran en général, que je laisse 4-5 secondes, pas très longtemps. Il vous reste 5 minutes, et puis ensuite, je supprime. J'ai pris un énorme panneau stop. Je suis venu coller le panneau stop en plein milieu de leur slide. Comme ça, ils savent qu'ils doivent s'arrêter. Ils reviennent dans la plénière. Donc là, ils ont 10 minutes pour regarder ce qui a été écrit dans les slides. C'est une espèce de promenade, vous voyez. Chacun lit et poser des questions de clarification s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. On passe à la deuxième question, vous avez compris le principe. Ça n'est pas la même question. C'est une question qui prolonge la réflexion. Groupe de la salle 4, là, moyen humain notamment, qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Et alors moi, par contre, là, je fais mon job de facilitateur qui est de les contenir dans des questions de clarification. Surtout éviter qu'ils rentrent dans un débat, sinon on est mort. On n'a pas l'espace du débat. Là. Ça fait que quand ils abordent la deuxième conversation, ils se retrouvent riches de ce qui a été produit par tous les groupes. C'est un des avantages de l'animation à distance par rapport à l'animation physique. Ce qu'on vient de voir là en animation physique, ça voudrait dire que chaque participant devrait aller se promener devant les différents paperboards. Okay, là, c'est hyper simple, ils se battent dans les slides. Et on repart pour le même process, sachant qu'ils ne sont pas dans les mêmes groupes. Hein. Je reviens en arrière sur le slide, et moi, j'ai juste à leur dire, regardez dans quel groupe vous êtes, cliquez sur le bon lien. Si je fais la même chose en physique, très sincèrement, j'ai des paperboards de qualité assez variable. Okay, pour ne pas dire parfois très médiocre, quoi. Là, en fait, quand on les voit écrire, le fait qu'ils soient tous en train de regarder ce qu'ils sont en train de produire augmente considérablement la qualité du livrable. Je suis allé me balader dans les salles une ou deux fois. Quand on écoute la conversation, ils disent non, non, c'est pas ça qu'on dit en fait. On dit ça. Ah oui, tu as raison. Il faut. Ok. Donc ils se corrigent les uns des autres. Ils mettent beaucoup plus d'engagement dans la qualité du livrable. Beaucoup plus d'engagement. Et puis alors la question 3, elle est magnifique parce qu'on s'est dit mais en fait il faut qu'on leur donne une pièce à casser. Tiens, il se trouve qu'on a une pièce à casser en fait. Puisque je ne sais pas si vous avez suivi mon introduction, 3 semaines après la fin, après le début du confinement, on avait eu une première tentative de réfléchir à ce que ça pourrait être. Et donc, du coup, on leur présente cette note. OK. Là, je vous invite à ne pas la lire de trop près parce qu'il y a peut-être le nom du client. Je ne suis pas sûr, en fait. Je crois pas. Je crois que je l'ai gommé. Je crois qu'il n'est pas. Et vous voyez, ça, c'était la note qu'on avait écrite 3 semaines après le début du confinement. On l'avait appelée Guys, shit happens. C'est vachement bien. C'est-à-dire, prenons les mesures managériales permettant de gérer au mieux les conséquences du report de Havre. Et puis, on avait conçu un process, quoi. On leur demande ce qu'ils en pensent. Et donc, du coup, on rentre dans le concret, quoi. Ils challengent la note, ils disent ce qui leur va bien, comment est-ce qu'on pourrait faire, on fait de l'inter-DT, on fait tout ça, ça fait rentrer dans le jargon et dans l'organisation managériale du client. Hein. DT, c'est des directions territoriales. On se retrouve en plénière, ils font la lecture, le rendu de la troisième question, et puis on fait la phase d'analyse non interprétative. Donc l'analyse non interprétative, on leur dit qu'est-ce qu'on voit à travers ce que vous avez dit dans les trois questions. Donc, je leur décris ce qu'on fait. Je leur dis, et s'ils prennent la main, je leur laisse volontiers. Donc, je m'explique. Tu vois, là, je leur dis, on va faire une analyse non interprétative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on cherche juste à voir ce qui se dégage. Et il y a une façon de faire ça, c'est de regarder d'un côté les choses sur lesquelles on converge, donc les choses qu'on entend beaucoup à travers tout ce que vous avez dit, de l'autre côté, les choses sur lesquelles on a des doutes, des interrogations ou des positions divergentes. Le mandat vis-à-vis du patron, c'était de faire ressortir ce sur quoi ça converge, ce sur quoi il y a des interrogations, et puis surtout de nourrir la réflexion du DG, hein, qui était dans le truc. Hein. Il a participé au truc de A à Z. Et donc j'avais mis les noms dans ce slide et j'aurais dit, bah, ok, donnez-nous votre mot de la fin, écrivez en face de votre nom ce que vous avez envie de dire pour clôturer votre participation à cette réunion. Ce que j'en retire, c'est la qualité des questions qu'on pose. Qui peuvent difficilement être génériques. Je n'ai pas sorti de mon chapeau des questions bateau. Quoi. On a vraiment travaillé les questions avec le patron
et le petit noyau. La deuxième clé, mais ça c'est une clé vraiment, dans tous nos projets Labo ici, on est vraiment centré là-dessus, c'est suivre l'intuition du dirigeant. Le dirigeant, ça c'est vrai sur la troisième question. Moi, j'avais pas très envie, cette histoire de faire lire la note là. Et là, le patron me dit, mais non, non, il faut leur mettre une pièce à casser, c'est très important. Sinon, on va repartir dans des trucs trop génériques, trop machin, et il faut qu'ils puissent s'accrocher à ça. Et puis en plus, le travail qu'on a fait à l'époque, il n'est pas acheté. Donc il faut qu'ils partent de là. Et donc on est parti de là, et il a eu hyper raison, quoi. Ça n'empêche pas de le challenger, hein, mais sur suivre l'intuition du dirigeant.